Vous êtes dans votre émission Être une voix pour les sans-voix. Il est presque 20h45 heure française. Nous sommes désolés du retard que nous avons pris. Nous avons eu un petit problème technique. Gloire au Seigneur. Nous pouvons commencer cette émission ce soir qui sera sur le thème du droit des immigrés. Nous allons parler en particulier de la France parce que c'est le pays dans lequel nous sommes, mais les points que nous aborderons peuvent être étendus, je dirais, de façon un peu plus générale aux pays occidentaux dans lesquels nous vivons, pour certains d'entre nous en tout cas, qui suivons cette TV et Radio de Vie. Ce soir, j'ai avec moi 3 sœurs, dont Chancelvie. Bonsoir Chancelvie. Bonsoir. Comment ça va? Chancelvie, tu travailles au pôle accès au droit, au pain quotidien. On t'a déjà reçu dans cette émission. Donc ce soir, on va aborder le thème du droit aux immigrés. On a beaucoup de choses à dire par rapport à cela. On aura aussi l'occasion de revenir sur les activités du pôle accès au droit pour que les personnes, certains d'entre nous qui auraient besoin de conseils juridiques ou d'aide juridique, puissent tout simplement se tourner vers votre équipe. Et très bien. Ce soir, nous avons aussi avec nous Maître Cassie. Bonsoir. Bonsoir Aurélie. Petit problème de micro. C'est bon, c'est réglé. Donc ce soir, on a la chance de vous avoir comme, je dirais, experte dans le domaine du droit aux immigrés, parce que c'est le travail que vous faites, tout simplement. Oui. Nous sommes heureux de savoir qu'on va pouvoir avoir un peu plus d'éclaircissement. Et le but de cette émission, c'est aussi de pouvoir donner en fait à l'occasion à chacun, arrêtez-moi si je me trompe, de pouvoir en fait être éclairci sur les droits que l'immigré peut avoir en France et aussi sur le fait que finalement la France offre plutôt pas mal de possibilités et aussi lorsque par exemple certaines personnes se trouvent en fin de titre de validité, je dirais, de titre de séjour ou ce type de choses, que des choses sont possibles. Il faut simplement savoir peut-être frapper aux bonnes portes et ne pas rester seul dans son coin tout simplement pour trouver des solutions. Mais il y a des solutions qui existent et le Seigneur aussi va nous éclairer, va nous aider dans ce sens-là. Bien sûr. En tout cas, nous sommes vraiment heureux de vous avoir parmi nous. Heureuses, je dirais. Nous ne sommes que des femmes ce soir. De vous avoir parmi nous ce soir. Nous avons aussi avec nous Arlette. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va, merci. Donc Arlette, ce soir, on va pouvoir partager ensemble sur ce thème, encore une fois, du droit aux immigrés. Et toi, tu travailles aussi dans le pain quotidien. Oui. Avec Chancelvie au niveau de la permanence juridique. Tout à fait. Que Dieu soit béni. Eh bien, donc, nous allons commencer l'émission. Pour commencer cette émission, nous allons prendre un verset qui, en fait, je dirais, est le verset thématique de l'émission Être une voix pour les sans-voix en général, qui est du Proverbe 31, si nous pouvons prendre la parole de Dieu. Proverbe 31. Ça y est. Alors le Proverbe 31, à partir du verset 8, à 9, la Bible dit « Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. » Dans ce passage, on se rend compte que le Seigneur nous demande d'ouvrir notre bouche pour ceux qui ne peuvent pas parler. Un muet, c'est quelqu'un donc qui n'a pas la capacité de pouvoir parler et donc de pouvoir se faire entendre. Et raison pour laquelle cette émission a été voulue d'être une voix pour les sans-voix, pour ceux qui ne peuvent pas forcément parler et qui ont besoin en fait d'être entendus. Et ce soir, notre objectif est que ceux qui ont besoin d'aide en fait juridique puissent avoir des éléments de réponse à leurs questions. Et en fait, dans le fait d'être une voix pour les sans-voix, ce que le Seigneur nous demande aussi, c'est de juger avec justice. Ce qui veut dire que ce que nous voulons aussi, c'est par rapport à la parole de Dieu, en fait, aider les personnes qui
peut-être sont en situation irrégulière, ou l'ont été avant d'être chrétiennes, par exemple, ou le sont encore et ont besoin d'éclaircissement de la part du Seigneur. Et par cette émission, nous le croyons, le Seigneur va nous aider à ce niveau-là, puissent en fait se recadrer par rapport à la parole de Dieu. Le Seigneur nous demande de respecter les autorités des pays dans lesquels nous vivons, tant que les lois qui régissent ces pays-là et donc qui sont aussi les lois qui dirigent les autorités de ces pays ne vont pas à l'encontre de la parole de Dieu. Donc, par rapport à cela, notre but aussi ce soir ensemble, avec l'aide du Seigneur, c'est de nous aider à ce que les choix que nous faisons, à ce que les choses que nous allons entreprendre puissent aller dans le sens du Seigneur, c'est-à-dire aussi dans le sens des autorités que Dieu a établies. Parce que le Seigneur nous fait comprendre qu'en fait, il établit des autorités et il utilise ces autorités-là, bien que parfois elles soient païennes et même souvent elles ne connaissent pas Dieu, le Dieu que nous prions du moins de la Bible. Néanmoins, Dieu les utilise comme ses serviteurs. Donc, cela veut dire que quelque part, c'est Dieu aussi qui permet qu'ils aient cette autorité-là et nous devons de respecter les autorités. Et donc, nous allons essayer de pouvoir recadrer les choses avec la parole de Dieu et demeurer en fait dans la justice de Dieu en respectant les lois des pays dans lesquels nous sommes. Alors, tout d'abord, Maître Cassie. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et nous dire dans quels tribunaux vous intervenez, qu'est-ce que vous faites? Merci. Alors, je suis maître Marie-Christiane Avi Cassie. Alors, je suis mariée, mère de 3 enfants. C'est une très bonne nouvelle. Et j'exerce en fait la profession depuis 2004, donc 9 ans. Et j'interviens, je suis rattachée au barreau de Paris, donc avocate inscrite au barreau de Paris, mais j'interviens dans tous les tribunaux en France, à l'étranger. On a des règles qui nous permettent en fait de plaider dans tous les tribunaux du monde entier. Voilà. C'est un peu, voilà, donc j'interviens un peu partout. D'accord. Et est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels vous intervenez plus que d'autres? Oui, bien sûr. Alors, je me définis comme avocate généraliste. Généraliste parce que j'interviens dans plusieurs domaines. Et donc, on a en fait des activités dominantes. C'est-à-dire les domaines dans lesquels on intervient régulièrement. Alors, donc, en ce qui me concerne, les activités dominantes sont le droit de la famille, le droit des enfants, je veux dire tout ce qui concerne la famille, le droit des étrangers, sujet de notre émission, et également le droit de la consommation, le droit du travail et le droit général des affaires. C'est peut-être un peu abstrait de le présenter de cette manière, mais en fait, voilà, donc de manière succincte, c'est les domaines d'activité pour l'instant. D'accord. Très bien. Puisque nous parlons d'immigrés, on va essayer de définir rapidement ce que c'est un immigré. Un immigré, c'est une personne qui part d'un pays A, je dirais, et qui décide d'émigrer dans un pays B. Donc, lorsqu'il arrive dans ce pays B, on l'appelle immigré. Et à partir de ce moment-là, pour aborder ce thème, on peut se demander en fait quelles sont les raisons qui amènent des personnes à émigrer dans un autre pays et devenir donc immigrés dans ce pays-là. Est-ce que vous auriez des éléments de réponse, Maître Cassie? Oui, les raisons, je dirais qu'il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. On a des raisons économiques, on a des raisons familiales et tout un tas d'autres raisons qu'on peut imaginer. Donc, je dirais que la plupart du temps, les raisons sont soit économiques, soit familiales. C'est les cas généraux. Ok. Par rapport à ça, moi, je rajouterais que en France, on a 6,7 millions d'immigrés. Donc, voilà, ce qui représente 10% de la population française. Donc, c'est pas si énorme que ça en termes de chiffres. Et je crois que tu avais des chiffres par rapport aussi, je dirais, au pourcentage de personnes qui viennent pour différentes raisons. Donc, en fait, comme Maître Cassie l'a évoqué, donc les raisons principales, c'est économique et familial. Donc familial, on a
on va dire familial, ça fait 40% en fait de raisons. Enfin, les personnes viennent parce qu'en fait elles veulent retrouver un membre de la famille, que ce soit les enfants, c'est un regroupement familial. Ensuite on a 16%, c'est parce que les personnes viennent faire des études, donc elles viennent en France pour des raisons on va dire de formation. Moins de 10% ce sont des réfugiés politiques et 16% c'est des personnes qui viennent pour le travail, qui cherchent du travail. D'accord. Et donc, une personne donc, qui émigre en France va devoir avoir déjà plusieurs démarches pour obtenir ce qu'on appelle un titre de séjour, si je ne me trompe. Et quelles sont les démarches générales qui doivent être faites par un individu quelconque qui voudrait pouvoir venir en France ? Alors, je dirais simplement que les démarches, certaines démarches doivent être faites avant l'entrée sur le territoire français. Je pense que c'est pas le sujet de notre émission, non, parce qu'on parle plus du séjour. Du fait que la personne soit là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand les personnes arrivent en France, c'est-à-dire que toute personne qui a plus de 18 ans, qui arrive en France, muni d'un visa qui est de 3 mois, c'est-à-dire le visa long séjour qui permet un établissement en France, doit à l'expiration de ce visa automatiquement chercher à obtenir un titre de séjour. Donc, les démarches qu'il faut accomplir, c'est immédiatement se rendre à la préfecture afin de prendre les renseignements et voir exactement dans quel cas de figure la personne se trouve et pouvoir entamer ces démarches pour obtenir son titre de séjour. Donc, les démarches à faire sont vraiment spécifiques à chaque situation. Alors, donc, le mieux, c'est de se rendre à la préfecture immédiatement après l'expiration, pour les personnes qui sont bien sûr entrées avec un visa, après l'expiration de la durée de 3 mois, de se rendre à la préfecture afin de savoir exactement ce qu'il faut faire pour obtenir ce type de séjour. Est-ce que par prévention, c'est pas mieux peut-être d'y aller avant? Ah, bien sûr, pour avoir des renseignements, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est mieux d'y aller avant et pour pouvoir se préparer. Peut-être qu'il y a des documents qui ne sont pas, dont la personne n'a pas possession immédiatement. Elle pourra donc se les faire établir, notamment dans son pays d'origine. Donc, oui, bien sûr, il faut, je dirais peut-être dès l'arrivée en France, chercher à savoir comment va se passer la suite de son séjour. D'accord. D'accord. Quels sont en France les droits qui sont liés au titre de séjour? Est-ce que une personne qui émigre en France a des droits qui sont liés au titre de séjour qu'elle peut obtenir? Bien sûr, les personnes qui émigrent en France ont des droits. Je dirais, une fois qu'on obtient son titre de séjour, les droits de l'étranger, on va dire, sont exactement les mêmes que ceux des nationaux. À l'exception, bien sûr, du droit de vote, dont on entend parler souvent, surtout avec la campagne électorale de l'année dernière. Alors donc, tous les étrangers qui sont munis d'un titre de séjour, c'est-à-dire en situation régulière, ont les mêmes droits que les nationaux. De manière générale, on dira franchement qu'elles ont les mêmes droits, à l'exception du droit de vote. D'accord. Est-ce qu'il existe différentes délivrances de titres de séjour? Oui, il existe plusieurs types de titres de séjour. Alors, faut dire qu'en réalité, on a des titres qui sont temporaires et des titres qui sont, on va dire, un peu plus longs, c'est-à-dire pour une durée, en parlant de durée. Alors, donc, notamment la carte de résident. On a également des titres qui sont délivrés pour une période inférieure à 10 ans, parce que la carte de résident, alors elle est délivrée pour une durée de 10 ans. D'accord. Et là, il y a des cartes qui sont délivrées pour une durée de 3 ans. En dehors de ces titres de séjour, on a également ce qu'on appelle des autorisations provisoires de séjour. Alors, donc, ces autorisations provisoires de séjour, elles sont délivrées dont en général, on a de manière générale 3 cas de délivrance. Le premier cas de délivrance,
c'est classé selon moi, hein, je ne dirais pas que c'est le tout premier. Alors donc, le premier cas de délivrance de cette autorisation provisoire de séjour, qui est d'une durée de 6 mois, c'est pour les personnes, les étudiants qui ont terminé leurs études, il faut avoir au moins le master. Alors donc ces personnes-là, quand elles finissent les études, parfois elles sont confrontées à un problème d'expiration du titre étudiant. Alors donc cette autorisation provisoire de séjour, elle va leur permettre pendant la période où le titre a expiré, de chercher du travail qui correspond à leur formation. Voilà, donc il y a des conditions à remplir, bien sûr. Il faut bien sûr chercher à avoir soit un contrat de travail dans son domaine ou une autorisation, à tout le moins en tout cas une autorisation de travail dans son domaine. Et une fois que cette autorisation est délivrée à l'étudiant ayant terminé ses études, au bout des 6 mois pour lesquels elle a été délivrée, l'étudiant doit se présenter donc à la préfecture avec un contrat de travail ou une autorisation afin que lui soit délivré de manière un titre de séjour temporaire avec mentionnant bien sûr sa qualité, c'est-à-dire salarié pour le domaine dans lequel il travaille, on va dire. Ensuite, on a également des cas, on a le cas de personnes des parents d'étrangers d'enfants mineurs qui accompagnent leurs enfants qui sont malades. Donc, l'enfant étant malade dans son pays d'origine, et il n'y a pas de possibilité dans ce pays de le soigner, il se rend en France avec son parent qui, d'office, peut faire cette demande d'autorisation provisoire de séjour et donc qui est également de 6 mois, délivrée aux parents afin qu'ils puissent s'occuper de cet enfant. Voilà, donc c'est un des cas de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour. J'aurais juste une question, oui. Si tu me permets, c'est par rapport aux étudiants. Oui. Donc ça veut dire que dès lors où leur titre de séjour en tant qu'étudiant oui. Expire et qu'ils ont une promesse d'embauche par rapport à la formation qu'ils ont faite, et qu'on leur donne encore le droit justement de séjourner en France ici, ça ne sera plus un titre en fait en tant qu'étudiant, là ça sera en tant que travailleur ou ça sera prolongé sachant qu'ils ont fini leurs études, mais en fait là ils commencent à travailler maintenant en France. En fait, il ne s'agit pas d'un titre, hein. Ce qui est délivré dans le délai pendant la durée de 6 mois, c'est une autorisation. Parce que le titre, hein, il permet de séjourner et puis de travailler et tout. Voilà, bien sûr. Donc ça, c'est une autorisation. C'est-à-dire que, en fait, pour l'instant, vous ne remplissez pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour, mais on vous autorise, pendant un délai bien court, à séjourner en France. D'accord. Voilà, donc en réalité, donc, les étudiants ont déjà le titre de séjour étudiant a expiré, on n'en parle plus, mais on vous accorde 6 mois. D'accord. Pendant ces 6 mois, vous avez la possibilité de séjourner en France et on vous donne en fait la possibilité de chercher du travail. D'accord. C'est dans l'intérêt en fait aussi bien de la France que dans l'intérêt du pays de votre pays d'origine en fait. C'est-à-dire que la personne veut par exemple avoir une certaine expérience professionnelle avant de rentrer dans son pays d'origine. Voilà. Donc on lui permet pendant ces 6 mois de chercher du travail et dès qu'elle a trouvé son travail, automatiquement elle rentre évidemment dans un cas de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. D'accord. C'est clair. Merci. Quels sont, a priori, en entendant ce que vous dites, la France permet en fait finalement d'avoir un titre de séjour, un titre ou je dirais une autorisation aussi pour pouvoir rester en France ne serait-ce qu'un certain temps. Comment est-ce qu'on explique le nombre de cas en fait de personnes en situation irrégulière en France ?
Alors, je ne sais pas si j'aurai la réponse, hein. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est lié à plusieurs facteurs, hein. À mon avis, il y a plusieurs facteurs qui amènent les personnes à être en situation irrégulière. C'est-à-dire que tout le monde sait très bien que pour émigrer, il faut bien avoir un visa pour entrer dans un pays. N'importe quel pays du monde entier, en tout cas, il faut le visa. Alors, si les personnes se retrouvent sans visa dans un pays, ça veut dire automatiquement qu'elles sont rentrées, c'est-à-dire c'est une entrée irrégulière. Donc, les entrées irrégulières, il y a autant d'entrées que de raisons, à mon avis. Oui. Je ne pense pas qu'il y ait une raison principale qui permette d'expliquer le taux d'étrangers en situation irrégulière en France. Je ne pense pas. Je pense que tout est lié à chaque situation et les cas ne se ressemblent pas. Et lorsque, par exemple, une personne aurait eu une autorisation et serait restée, en fait, au-delà de cette autorisation, elle est aussi en situation irrégulière. Ah, bien sûr. Oui. Parce que l'autorisation est délivrée pour un délai bien précis. Alors, si à l'expiration, l'autorisation peut être renouvelée en fonction de la situation, elle peut ou non autoriser à travailler. En fait, il y a plusieurs cas. Hein. Alors, donc, au-delà de la durée de 6 mois, si elle n'est pas renouvelée, automatiquement, la personne tombe dans le cas de l'étranger en situation irrégulière. Et donc, va être confrontée donc, à tout ce que rencontrent les étrangers dans cette situation. Ce qui signifie que si elle avait des avantages, à l'expiration de l'autorisation, automatiquement, ces avantages sont perdus. D'accord. Voilà. Donc, on se rend compte qu'en France, finalement, il y a différents types type de personnes, je dirais, type de personnes liées aux raisons pour lesquelles ils viennent en France, qui peuvent avoir soit une autorisation, soit un titre de séjour. Donc on a parlé des personnes qui travaillaient travailleurs parce qu'ils étaient en fin d'études, ou travailleurs tout court peut-être parce qu'ils sont venus chercher du travail en France. Les étudiants, on a aussi des raisons médicales, comme vous en avez parlé tout à l'heure par rapport aux enfants, mais je pense aussi pour une personne adulte, ça peut être le cas. On voit aussi l'exemple des descendants de Français qui peuvent avoir droit au regroupement familial. Au regroupement familial, je dirais, sur le territoire français. Et est-ce que au-delà de ces cas, peut-être qui ne seraient pas à notre connaissance en tout cas, il y en aurait d'autres qui seraient légaux devant la loi et pour lesquels on pourrait rentrer en France et séjourner, je dirais? Alors, donc, ça veut dire légaux, mais en dehors de la loi, parce que les tests prévoient, les cas de délivrance sont limitativement énumérés. D'accord. Donc, ce qui n'est pas énuméré dans les tests est illégal. D'accord. À l'exception, bien sûr, d'une décision, mais vraiment discrétionnaire de l'administration. Ce qui signifie qu'on peut se retrouver dans un cas, c'est-à-dire qu'une personne peut faire une demande de titre de séjour et ne pas du tout rentrer dans un cas de délivrance. Parce qu'on a plusieurs types de titres de séjour. Hein. Donc, on a parlé des titres qui sont temporaires. Les titres temporaires, il y en a une bonne dizaine. Hein. Donc, ils sont temporaires parce que la durée maximale est d'1 an et qui sont renouvelables à l'expiration du délai d'1 an. Donc, ces titres temporaires, on a quand même une dizaine de titres temporaires. Un titre de séjour peut être délivré pour la carte temporaire visiteur, par exemple. Le visiteur, en fait, c'est la personne qui arrive en France et qui peut justifier qu'elle a les ressources propres, des ressources propres pour son existence, qui ne proviennent pas d'une activité salariée. C'est en réalité, en fait, c'est le cas des personnes qui exercent des activités indépendantes. Elles ne sont pas salariées, elles prouvent à l'administration qu'elles ont la possibilité de subvenir de par leurs propres moyens à leurs besoins. Voilà, donc ça c'est un titre qui est délivré, un titre d'1 an, qu'on appelle le titre de séjour visiteur. On a donc le titre concernant les étudiants.
dont on a parlé. On a également le titre pour les personnes qui exercent des activités de recherche, hein, des scientifiques, des chercheurs. Et on a également le titre qui autorise une activité professionnelle, notamment, généralement appelé le titre salarié. Alors, pour des personnes qui se retrouvent dans un cas, et notamment le titre vie privée et familiale. Faut dire que le titre vie privée et familiale, il englobe pas mal de situations. On a des personnes qui sont en France parce qu'elles sont, on va dire, ascendants de personnes françaises, hein, ou bien de personnes ayant un titre qui leur permet de résider régulièrement en France, un titre temporaire. On a des cas où la personne est simplement conjoint de quelqu'un qui vit en France avec un titre de séjour ou de nationalité française. Et dans le cas du titre qui peut être délivré également dans le cadre de la vie privée et familiale, en fait, on englobe dans ce titre, on englobe également des situations où la personne a des liens et des attaches familiales en France, en fait, qui font que lui refuser le titre de séjour serait en réalité une violation à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Donc, c'est justement lorsque des personnes sont en situation régulière, très souvent, c'est ce titre-là qu'on essaie d'obtenir. Parce que, par exemple, elles ont des enfants, ou bien elles vivent, ne serait-ce qu'en concubinage ou pacsé avec des personnes qui ont un titre de séjour ou une carte de résident. En fait, on pioche en fait en réalité dans cet article-là pour permettre à plusieurs personnes qui ont des attaches intenses, familiales intenses en France, pour essayer de les régulariser. C'est notamment sur cette base que, avec la circulaire de Manuel Valls de novembre 2012, on réussit à régulariser un certain nombre de personnes, dont les parents d'enfants scolarisés en France depuis au moins 3 ans. Voilà, c'est parce qu'on est en face d'un cas de vie privée et familiale. On permet à ces personnes de pouvoir résider en France parce qu'elles ont des attaches intenses et stables dans le pays. Est-ce que vous auriez un cas que vous auriez rencontré où vous avez pu en fait vous appuyer sur ces situations-là, je dirais, de vie privée et familiale pour pouvoir aider à la régularisation, par exemple, de situations de certaines personnes? Un cas, je sais de voir lequel choisir parce que j'en ai pas mal, des situations, j'en fais tout le temps. Donc, alors, une situation qui me vient tout de suite à l'esprit. Alors, on a des personnes en fait qui vivent en France. Et en dehors de la circulaire, vous voulez un cas avec la circulaire de Manuel Valls ou un cas qui date, je veux dire, comme vous voulez, comme je veux, voilà. Je vais peut-être les deux. Bon, alors, c'est notamment le cas d'une personne qui vivait en France, qui était en situation régulière et qui est rentrée dans son pays d'origine. Quand elle était en situation régulière en France, elle a eu un enfant qui est resté en France et elle est rentrée dans son pays d'origine. Donc 20 ans plus tard, elle décide de revenir en France. Alors, son enfant est français, mais l'enfant est majeur désormais. La mère qui vient revoir son enfant 20 ans plus tard, elle obtient dans son pays d'origine un visa en qualité de parent d'enfant français. Ok. Elle arrive, alors, non, excusez-moi, elle n'a pas un visa en qualité d'enfant français parce qu'en fait, l'enfant français ne subvient pas à ses besoins. Voilà, donc elle n'a pas eu ce visa qualité d'enfant français, mais un visa touristique d'1 mois qui lui permettait de venir rendre visite à sa fille française. Donc, la fille française était enceinte et donc elle avait vraiment besoin de l'aide de sa mère. Et la mère est arrivée
à l'expiration du visa d'1 mois, la mère a voulu s'installer en France définitivement en faisant valoir son passé, on va dire, en France, d'il y a 20 ans, enfin, on va dire. Alors, la préfecture le rejette, lui refuse le titre de séjour au motif qu'elle était désormais, elle était en situation irrégulière, qu'elle n'était pas entrée sur le territoire en tant que parent d'enfants français. Et donc, il fallait qu'elle retourne dans son pays d'origine et qu'elle rentre avec un visa parent d'enfants français qui lui permettrait d'obtenir à son arrivée un titre de séjour, parce que c'est d'office, hein, quand on a le visa parent d'enfants français, d'office, à l'arrivée sur le territoire, on a automatiquement une carte de séjour. Donc voilà, c'était le motif du refus de la préfecture. Alors cette dame, elle vient me voir. Donc qu'est-ce que je lui dis? Ben, écoutez, vous avez votre fille, vous avez une petite fille qui est née parce qu'elle s'est occupée de la petite fille. Déjà le dossier, il a mis quand même 1 an à la préfecture. Donc le temps qu'elle ait le refus, l'enfant, il avait déjà 18 mois. Et donc, on fait la procédure, on conteste donc le refus dans un délai bien sûr de 30 jours, hein, parce que l'obligation de quitter le territoire, qui est assorti, le refus de séjour qui est assorti d'une obligation de quitter le territoire, on a un délai de 30 jours pour l'attaquer devant le tribunal administratif. Alors, on attaque la décision, on a une date d'audience 1 an plus tard, bien sûr, mais je me suis basée en fait sur le fait qu'elle avait en France, bien que ne remplissant pas les conditions d'obtention d'un titre, parce qu'elle n'était pas rentrée en tant que parent d'enfant français, elle avait sa fille qui était française. En réalité, les tests disent que l'enfant doit être mineur si le parent veut en bénéficier. Mais la fille, elle était majeure, elle avait 25 ans. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait... Sur quel test hein, il fallait s'appuyer? Alors donc, vie privée familiale. C'était pas très sûr que ça marche à tous les coups, hein, parce qu'il faut quand même réussir à montrer qu'effectivement elle a des attaches en France. Et en fait, c'est pas automatique. Et là-dessus, on a de la jurisprudence, c'est-à-dire il faut vraiment trouver une décision semblable qui a été rendue par d'autres tribunaux qui rentrent dans le cas et qui permettent à cette dame d'être régularisée. Alors donc, il nous a fallu obtenir des éléments, notamment la directrice de l'école, parce que la petite, entre-temps, le temps qu'on passe en audience, elle était scolarisée en maternelle. Alors donc, la directrice de l'école devait nous faire des attestations qui montraient que quand la mère, elle allait travailler, eh bien, la grand-mère, c'est elle qui s'occupait de cette petite fille et qui allait la chercher à l'école, qui montrait qu'elle était vraiment attachée, elle était présente et que la mère française en avait vraiment besoin de sa présence à ses côtés. Donc, c'est cet élément-là qui nous a permis, en fait, d'obtenir la régularisation de cette personne-là. C'est cet élément qui nous a permis. Ce qui veut dire que, bien que une personne ne rentre pas dans les cas limitativement énumérés, l'administration peut faire usage de ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire. Et également, ça c'est l'administration, parlant de l'administration, c'est carrément la préfecture qui peut apprécier une situation et délivrer le titre de séjour. Mais également, au tribunal, on peut obtenir une appréciation souveraine du tribunal, des juges qui apprécient le cas et qui peuvent délivrer le titre de séjour. C'est la raison pour laquelle, pour terminer sur ce point, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a un refus, il ne faut pas se dire que c'est la fin du monde. Quand on a un refus de titre de séjour, parce qu'on ne remplit aucune condition, soit l'administration a fait une exacte appréciation du cas et a trouvé qu'effectivement la personne ne remplissait pas les conditions, soit il y a une erreur quelque part, ou même devant le juge, on peut avoir une appréciation qui n'est pas forcément basée sur les textes, mais par lesquels une appréciation mais vraiment humaine, voilà, et finalement on obtient gain de cause. Et là-dessus, moi j'ai beaucoup de décisions. C'est-à-dire qu'en traitant le dossier, je le traite, mais je ne sais pas trop exactement sur quel point le tribunal va se pencher plus pour statuer sur le cas de la personne. Donc, il faut vraiment mettre tous les éléments concernant cette personne dans le dossier, parce que y a forcément quelque chose qui va attirer l'attention des juges. Donc,
Dire que en dehors de ce qui est prévu par la loi, il y a des moyens d'obtenir un titre de séjour, je dirais non. Non. Sauf avoir une appréciation discrétionnaire de la situation, soit par l'administration ou par les tribunaux. Mais même c'est quand même la loi. C'est quand même la loi parce que c'est quand même légal. Hein. Donc tous les autres cas d'obtention, tous les autres moyens d'obtention sont illégaux. Et donc illégaux, donc prohibés, mais ils existent. Ils existent. Donc en fait, si je comprends bien, enfin, ça peut encourager aussi des personnes parce que c'est quand même encourageant ce témoignage, dans le sens où beaucoup, en fait, dès qu'ils voient qu'il n'y a plus d'issue, ils baissent les bras et ils cherchent après par voies et moyens justement d'avoir une situation régulière, mais après, voilà, ça fait rentrer un peu de compromission, de mensonge. Alors que là, c'est la persévérance, c'est aussi amener les bons documents, être vraiment dans la vérité, emmener les bons documents et essayer d'aller jusqu'au bout des démarches en fait et voir ce que ça peut donner. Parce que là, comme tu as dit, c'est vraiment par rapport aux appréciations, donc tout peut changer et c'est une question de persévérance. Donc vraiment aussi remettre ça entre les mains du Seigneur, mais aussi voilà, avoir les bons documents, être dans la vérité. Et s'il y a les bons documents et si la personne, voilà, il n'y a pas forcément de soucis par rapport à la manière dont elle est venue, de la manière dont elle est arrivée, normalement, il n'y a pas de problème pour que ça puisse aboutir à quelque chose. Tout à fait. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, en France, d'après les chiffres que j'ai pu trouver, il y a entre 350 000 et 350 et 400 000 personnes sans papier. Donc c'est des personnes qui sont censées être recensées puisqu'on a des chiffres. Bien sûr. Est-ce que vous, ces personnes, quand elles viennent à vous, les démarches ont déjà été entamées ou vous êtes la première personne de la filière de démarche, on va dire, elle commence par vous et vous les guidez, dirigez ou bien comment ils exposent la situation en fait? On a des personnes qui arrivent, elles ont toutes seules engagé déjà des procédures qui n'ont pas abouti. En fait, on reçoit des personnes à chaque stade, en fait. Hein. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que toutes les personnes qui arrivent, hein, c'est des personnes qui sont au stade, on va dire, initial. Hein. Il y a des personnes qui arrivent quand elles prennent la décision de faire ces démarches, hein, c'est-à-dire au tout début. On a des personnes également qui arrivent parce qu'elles ont eu un premier échec. Il y en a qui arrivent parce qu'elles sont au bout du 10e échec. Il y a des personnes également qui arrivent parce que après la décision, elles ont fait les démarches toutes seules et par la suite, elles se sont retrouvées confrontées au refus de la préfecture, donc elles sont au stade tribunal. Donc à chaque stade des démarches, on a des cas à chaque stade des démarches, ce qui fait que en réalité le fonctionnement, moi j'aime bien quand je prends le dossier dès la base, c'est-à-dire que la personne arrive, elle expose sa situation et je sais exactement quel document qu'elle doit présenter à l'administration. J'aime bien les dossiers que j'ai commencé donc j'ai la charge dès la base. Pourquoi? Parce qu'il arrive des cas où les personnes toutes seules se déplacent. Elles vont faire les démarches qu'il faut. Je ne dis pas que ça n'aboutit jamais. Non, mais ça aboutit. Dans certains cas, mais dans les cas où ça n'aboutit pas, parfois les personnes ont créé des situations à la préfecture qu'on a du mal à rattraper. Voilà, je ne vais pas vraiment rentrer dans des détails, mais il y a des situations qu'on ne peut pas du tout rattraper. Simplement parce que si les personnes font des déclarations, je ne dis pas des déclarations qui par la suite ne vont pas jouer à leur faveur, un avocat dès le départ, il va dire c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Par exemple, on va essayer d'orienter la personne. S'il y a des documents qu'il ne faut pas présenter, c'est-à-dire il y a des documents qui vont pas vraiment vous aider, c'est même pas la peine de les présenter parce que de toute façon c'est pas une liste de documents. Voilà, en fait les dossiers quand ils sont à la base, hein, on a un regard assez, on a une meilleure manière d'orienter les choses, de présenter les choses à la préfecture. De toute façon, en fait, c'est pas pour dire que il y aura des illégalités, non, mais c'est à la lecture des tests, hein,
on sait exactement ce qu'il faut. Et on se limite à cela. Voilà, donc il y a tous les stades, tous les stades. Moi, j'aurais quand même une question, si je peux, un peu par rapport au cas qu'on retrouve pour l'accès au droit, les personnes qui viennent. C'est vrai que là, on a parlé de vie professionnelle et familiale, mais vie privée familiale. Mais j'aimerais savoir aussi par rapport à la libre circulation, une personne qui a un titre de séjour, est-ce qu'il peut aussi, exemple, une personne qui a un titre de séjour en tant que travailleur salarié, il peut circuler dans un autre pays de l'Union européenne et est-ce que son titre de séjour sera valable ou non? Ou ça se limite que en France? En ce qui concerne le droit de circulation, il est rattaché au titre de séjour, sauf dans certains pays où l'étranger, avant d'y aller, il faut obligatoirement qu'il fasse une demande de visa. Voilà, donc sinon, de manière générale, circuler dans l'Union européenne, c'est possible. Circuler, et parce que nous, on a eu un cas, exemple, d'une personne qui avait un titre de séjour, mais pas en France même, dans un autre pays. En tant que travailleur, et la personne, par des complications, des petits problèmes, a dû venir en fait en France avec ce titre de séjour de travailleur, mais d'un autre pays de l'Union européenne. Maintenant, il se trouve limité. La première question, c'est de savoir est-ce qu'avec ce titre de séjour, il peut quand même chercher du travail en France, même si le titre de séjour n'a pas été délivré en France. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il peut faire pour remettre sa situation en règle ici même en France, si vous avez une réponse. En fait, ce que je veux distinguer, la circulation de l'exercice d'une activité professionnelle. Parce que, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y a quand même le droit de circuler qui est rattaché au titre de séjour, c'est vraiment que la circulation, dans un premier temps. On est sur la circulation. C'est-à-dire que la personne peut se rendre, la personne a eu le titre de séjour en France, elle veut se rendre en Italie, mais elle peut y aller, il n'y a pas de problème. Elle veut se rendre en Belgique, il n'y a aucun souci. Mais dire maintenant que la personne souhaite s'établir et demeurer, exercer une activité professionnelle, à ce moment-là, il y a des conditions. D'accord. Et donc, les conditions, de manière générale, c'est qu'elles doivent solliciter auprès de la préfecture une autorisation de travail, avant même d'exercer l'activité. Ce qu'on rencontre très souvent, c'est que les personnes arrivent et elles ont automatiquement, dès qu'elles présentent le titre de séjour, elles ont, à des employeurs, elles ont automatiquement un contrat de travail. Tout va bien, on a le contrat de travail, on se dit que, bon, puisqu'on a le titre de séjour, voilà, on a également le contrat de travail. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que l'employeur, très souvent, ce qu'on rencontre, l'employeur, en fait, je ne sais pas s'ils ignorent ou non les règles, mais l'employeur ne fait pas de démarche auprès de la préfecture pour obtenir l'autorisation. Et la personne commence à travailler. Alors ça, c'est illégal. C'est-à-dire qu'on peut avoir cette promesse d'embauche, on peut avoir même le contrat, mais il doit y avoir une clause qui indique précisément que l'exercice de l'activité ne pourra être effectif que lorsque la préfecture accordera à l'étranger, à cette personne l'autorisation de travailler. Excusez-moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'employeur qui doit aller déclarer, entre guillemets, son salarié, qui fait la demande d'autorisation de travail. C'est-à-dire, c'est une démarche que doit initier l'employeur. Il y a des charges, il y a des taxes. Là, on a parlé d'une personne qui avait un titre. Oui. Ça, même temporaire, mais qui avait un titre. Oui. Mais une personne qui n'a rien. Mais que, par exemple, moi, je veux embaucher une personne qui est sans papier. Je pense que là, on était dans le cas de personnes qui avaient le titre européen. Un titre de séjour travailleur. Oui, parce que là, c'est différent. C'est-à-dire que je suis en Italie, j'ai un titre de séjour italien. Parfois, j'ai le certificat de... Comment ils appellent? Certificat de résidence permanent. J'ai pas mal de cas comme ça. Alors, on a le certificat de résidence permanent. C'est comme la carte, je dirais, peut-être comme la carte de résident en France. Alors, donc... vu la situation en Italie ou en Espagne, les personnes décident d'émigrer vers la France et elles arrivent en France tout de suite, elles présentent le titre de séjour
italien ou espagnol à un employeur, tout de suite, pour lui, le titre étant valable, la personne a parfois le certificat permanent de résidence, l'employeur, il embauche. D'accord. L'employeur, il embauche. Donc la personne, elle a droit, excusez-moi, de chercher du travail avec... bien sûr, même en France. Ici en France, mais il y a des démarches à faire. C'est-à-dire que ces démarches à faire sont préalables, c'est-à-dire avant même d'exercer l'activité. Il peut avoir une promesse d'embauche, c'est-à-dire quand il va faire ses démarches, il cherche du travail, il n'y a pas de problème, mais quand l'employeur il voit ce titre, il doit savoir que la personne qu'il souhaite embaucher n'a pas le droit de travailler sans autorisation préalable. Alors, des cas qu'on rencontre, alors c'est des personnes qui travaillent, bien que n'ayant pas cette autorisation, et qui se retrouvent par la suite confrontées à pas mal de difficultés. Notamment, elles cotisent, elles travaillent, elles ont des bulletins de salaire, aucun problème. L'employeur, il cotise à l'URSSAF, croyant bien faire et tout, aucun souci. Mais en fait, le cas que j'ai eu, qui était vraiment assez triste, c'est que cette personne était malade. Elle s'est retrouvée par la suite elle avait eu un gros problème de santé. Donc, elle est hospitalisée. Elle fait 1 mois à l'hôpital. Et à la fin de son séjour, on se rend compte que la carte vitale, elle n'a pas la carte vitale. Voilà, donc il se plaint parce que, écoutez, il cotise, il travaille depuis des années, il cotise et tout, et il se rend compte qu'il n'a pas la carte vitale. Pourquoi? Parce que l'autorisation n'ayant pas été accordée, toutes les cotisations et tout, l'employé, le salarié ne peut pas en profiter. Il ne peut pas du tout en profiter parce qu'il n'est pas reconnu comme travailleur en France. C'est la raison pour laquelle, ça, je dirais, c'est plus à ces personnes-là, il faut qu'elles puissent connaître leurs droits et en informer. Si l'employeur ignore, l'en informer. Le problème, c'est que l'employeur, parfois, il le sait. Il le sait, mais il y a également des taxes à payer. Je sais pas, les motifs, soit c'est l'ignorance, soit c'est carrément de la mauvaise foi. Voilà, donc on a des cas de ce genre. Parce que dans les 350 000 à 400 000 de personnes sans papier, on a 90% qui travaillent quand même. Donc sans papier, mais qui travaillent. Mais c'est pas... Bon, là, on est sur le sujet carrément des sans papier. Pas pour les personnes qui ont le titre. Oui, voilà. Donc, oui. Ah oui, ça, c'est... Ça, franchement, ce que je peux dire, c'est que... heureusement qu'on a la circulaire de Manuel Valls, parce que c'est vrai que c'est des camps pour ne pas se voiler la face, ça existe. C'est-à-dire que les personnes n'ont pas de papier, mais elles travaillent. Elles travaillent comment? Soit elles travaillent carrément au noir. Ça existe, même si c'est sanctionné. Il y en a qui prennent le risque. Et soit elles travaillent, elles sont déclarées, elles ont tout. Elles ont des fiches d'imposition, elles ont des numéros de sécurité sociale. Ça existe. Ça existe. Alors, donc, c'est justement... Juste comment est-ce qu'on fait pour avoir un numéro de sécurité sociale Une fois qu'on est déclaré. C'est-à-dire que, oui, l'employeur, il fait les démarches comme si la personne lui avait présenté un titre de séjour valable. Alors qu'en fait, il n'a rien présenté. Rien qu'avec un passeport, parfois, il y en a qui font des déclarations. D'accord. Voilà, donc après, la personne se retrouve avec tout, numéro de sécurité, tout ça, mais vraiment tout, on a plusieurs cas, franchement. Alors, les personnes se retrouvent avec tout, sauf que, en réalité, elles n'ont pas le papier. Donc, justement, c'est pour essayer de régulariser ces personnes qui sont vraiment nombreuses, on va dire, à être dans cette situation que la circulaire de novembre 2012 est intéressante, parce que, par son biais, toutes ces personnes-là peuvent aujourd'hui être régularisées. Il suffit de présenter des fiches de paie. Même en plus, la circulaire prévoit l'établissement rétroactif de fiches de paie. Ce qui signifie que j'arrive à la préfecture, je dis, de toute façon, c'est des démarches qui doivent être faites en collaboration, c'est-à-dire avec l'employeur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller tout seul. Mais je déclare que moi, de toute façon, j'ai travaillé depuis 5 ans ou depuis 3 ans avec... j'ai des fiches de paie. Et bien que n'ayant pas le titre de séjour, je le déclare. On va me demander les fiches de paie qui prouvent que j'ai vraiment effectué une activité. Alors, si l'employeur à cette époque, quand j'étais en situation irrégulière,
Bon, je le suis toujours. Mais à cette époque, n'a jamais délivré de fiche de paie. La circulaire lui autorise à les délivrer de manière rétroactive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est des situations qui sont connues. Les autorités connaissent bien ce genre de cas, savent très bien qu'ils existent. Donc, on offre la possibilité au maximum donc, de ces 90% qui travaillent sans les papiers à être régularisés. Et ces derniers temps, on n'avait pas de place à la préfecture parce qu'effectivement, la circulaire permettait de régulariser un grand nombre de personnes. Voilà, donc... Mais là, je vois... je dis gloire à Dieu, parce qu'en fait, on se rend compte, donc, effectivement, qu'il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient, même si elles n'étaient pas en règle, et qu'en fait, le fait que l'employeur, quelque part, il était conforme, en fait, par rapport aux autorités, parce qu'il a quand même, quelque part, déclaré la personne, elle a une immatriculation, donc, en fait, c'est un rendu, quoi, d'avoir été honnête, quelque part, parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas été déclarées, qui ont travaillé au noir, par exemple, ça existe. Donc, du coup, eux, peu importe le nombre d'années qu'ils ont travaillé, c'est perdu. Parce que c'est ceux qui ont eu des fiches de paie, ceux qui ont eu une traçabilité, comme quoi qu'ils ont réellement travaillé. Oui, les fiches de paie, comme je l'ai dit, elles peuvent être établies de manière rétroactive. Ça veut dire que si par tout moyen, l'employeur il peut justifier que c'est vrai, il n'avait pas déclaré. Il y en a qui n'ont pas déclaré. Donc, on leur offre, on leur tend cette perche en fait. On leur offre la possibilité de régulariser de manière rétroactive la situation. Donc, même ceux qui travaillaient dans le noir, alors. Oui, on leur offre, oui, bien sûr. On leur offre donc justement cette possibilité de régulariser. Parce que quand on vous dit, même si vous n'avez pas de fiche de paie, il faut apporter des justificatifs, c'est-à-dire que vous pouvez les faire établir de manière rétroactive. Ça veut tout dire. D'accord. Ça veut dire, aujourd'hui, moi, ça fait 10 ans que je travaille au noir. Et aujourd'hui, on me demande d'établir des fiches de paie rétroactivement. Donc, j'ai la possibilité, l'employeur a cette possibilité donc d'aller en arrière et de... Là, voilà, c'est-à-dire il régularise la situation. Mais il faut peut-être apporter d'autres preuves que celle-là, dans le sens où l'employeur, enfin, je dis n'importe quoi, moi, mon cousin travaille à une entreprise de ménage et moi je dis, oh, ça fait 10 ans que je fais du ménage là-bas et c'est pas forcément vrai. Mais lui, pour m'aider, il vient et il dit, oui, effectivement, si je l'ai employé pendant 10 ans, je l'ai pas payé, mais machin. Est-ce qu'il faudrait pas, en fait, est-ce que quand même il n'y a pas d'autres preuves, je sais pas, je sais pas, enfin, le fait d'avoir écrit, enfin, par exemple, dans certaines entreprises, on pointe l'heure à laquelle on rentre ou qu'on sort de l'entreprise, ce genre de choses. Non, là, c'est qu'il a dit bien des fiches de paie, mais c'est pas le seul document qui est parce que sinon, ce serait facile pour certains aussi qui n'auraient même pas a priori travaillé et qui pourraient obtenir ça, parce que le travail, en quelque sorte, enfin, moi, c'est l'impression que ça me donne par la discussion qu'on est en train d'avoir, c'est que pour la France, ça montre que la personne veut s'intégrer, que la personne veut en fait établir sa vie ici de façon durable et qu'elle veut s'intégrer par le travail. Bien sûr. De toute façon, comme vous savez, hein, alors quand on a une loi, il faut se préparer à voir des personnes qui, font ce genre voilà, elle est toujours détournée à des fins vraiment, on va dire. Donc ça, il faut prévoir. C'est clair que c'est parce que la circulaire dit, hein, elle dit vraiment des personnes qui ont réellement travaillé, qui prouvent avoir réellement travaillé, je reconnais que je l'ai fait, on offre cette possibilité à ces personnes-là de régler cette situation. Alors que, effectivement, il y en a qui vont en profiter et venir faire des faux. Mais ça, c'est puni. Si ces personnes se font... parce qu'il y a quand même des vérifications et tout. L'administration va pas... L'administration sait très bien ce qu'elle fait. Si elle offre cette possibilité, elle sait aussi qu'il y a des personnes mal intentionnées qui peuvent utiliser pour faire autre chose. Donc, de toute façon, il y a des vérifications qui sont faites. Hein, mais moi, je parle simplement de ce que dit la circulaire. C'est-à-dire qu'on est dans des cas où, effectivement, j'ai travaillé, mais je n'avais pas travaillé avec de façon régulière. Donc, j'essaie je me dénonce entre guillemets, hein, et pour que ma situation elle soit régularisée. Voilà. Donc si on offre cette possibilité, ceux qui remplissent ces conditions, il y a plusieurs autres documents qu'il faut apporter, mais ça sert à beaucoup de personnes. D'accord.
Non, je veux bien. En fait, c'est une très bonne information parce que justement, là, c'est une opportunité de mettre sa vie en règle. Et si on revient aussi un petit peu, la raison pour laquelle on a fait cette émission, c'est vraiment aussi pour interpeller les personnes justement qui veulent mettre leur vie en règle et qui n'ont pas d'informations, de profiter justement de ces informations-là et pour les mettre en règle. Parce qu'effectivement, grâce aux lois, il y en a qui vont en profiter derrière, comme on a dit, les fiches de paye, tout ça, il y en a qui mentent. Mais nous voulons parler quand même dans un cadre de justice, de vérité, pour celui qui va être en règle aussi bien devant la loi que aussi bien devant Dieu. Et j'aimerais quand même qu'on puisse lire le passage de Romains 13 par rapport aux autorités, parce que là, c'est vraiment... voilà, pour nous informer, pour nous aider en fait, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas quoi faire, mais qui sont voilà tourmentées et qui veulent être en règle. Et voilà, on parlait un peu des immigrés. Plusieurs personnes viennent de différentes manières en fait en France et parfois même malgré eux. Et ils ne savent pas comment en fait faire des démarches de eux-mêmes pour pouvoir se mettre en règle. Et souvent, les conseils qu'on leur donne passent toujours vers la compromission. On utilise une loi en fait pour voilà faire la compromission en fait. Et là, si on peut prendre juste Romains 13, verset 1. Qui dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Faire le bien devant le Seigneur. Et moi, c'était juste un encouragement, en fait, de profiter vraiment de ces informations-là pour pouvoir justement mettre sa vie en règle par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux autorités et pour être aussi bien. Parce que des fois, il y a des personnes qui comprennent pas, leurs vies sont bloquées. Mais si on commence les choses par une mauvaise manière, en fait, tout va suivre derrière. Alors que là, voilà, tout à l'heure, tu disais, tu préfères avoir les dossiers dès le début pour avoir les bons documents pour pouvoir bien défendre la personne et voilà, pour aboutir à quelque chose en fait. Et ça, c'est important en fait dès le début, de commencer dans la vérité pour être béni déjà par le Seigneur, pour être tranquille et pour aller de l'avant en fait. Donc c'était surtout ce point-là que je voulais un peu rajouter. Donc ce message pourrait s'adresser à des personnes qui, par exemple, auraient obtenu des papiers de façon frauduleuse, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là aujourd'hui, que ce soit en France ou dans d'autres pays, encore une fois, occidentaux, et qui peut-être veulent régulariser leur situation. Et parce que a priori, on rencontre aussi des chrétiens dans ce cas qui normalement, s'ils sont réellement convertis, ont été en situation irrégulière avant de connaître le Seigneur, parce que qui sont en situation irrégulière et qui demeurent dedans et qui cherchent pas à en sortir, ou qui s'y sont mis eux-mêmes après leur conversion, normalement, enfin, il y a un problème. Bon, après, ils voient avec Dieu, mais a priori, il y a un problème. Mais donc pour ces personnes-là, en tout cas, qui étaient en situation irrégulière et qui ont connu Jésus, et qui ont voulu donc sortir de cela pour se mettre en règle, on comprend que ce message finalement s'adresse aussi à eux pour leur donner une porte de sortie, je dirais, une espérance que c'est possible, ça va aller, il y a des choses qui peuvent être mises en place, et que même si depuis plusieurs mois ou même années, on a subi ou essuyé des échecs par rapport aux démarches qu'on fait, c'est toujours possible d'y arriver. Est-ce qu'on peut encourager toutes les personnes dans ce cas-là, dans ce sens-là, je dirais. Je peux le rajouter juste pour compléter la question. Surtout, j'aimerais savoir en fait quels sont un petit peu les risques, les limites en fait d'une personne, exemple qui est arrivée en France d'une manière, exemple qui a su par vie privée familiale en tant qu'ascendant, exemple un enfant qui est arrivé, on l'a déclaré mineur
voilà, on lui a mis peut-être son âge, c'était pas son vrai âge. Et la personne, en fait, maintenant, au jour d'aujourd'hui, devient majeure et veut justement mettre sa vie en règle. Qu'est-ce qu'il pourrait faire ou qu'est-ce qu'il ne pourrait pas faire pour pouvoir justement avoir une situation régulière? Est-ce que le seul moyen, c'est de recommencer tout à zéro, repartir au pays et avoir une possibilité soit par le travail, soit par les études, soit... Enfin, voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire? D'abord, pour répondre à la question d'Aurélie, je dirais que bien sûr qu'on peut encourager ces personnes à se mettre en règle, hein, à se mettre en règle non seulement en tant que chrétienne, à se mettre en règle vis-à-vis de Dieu, mais aussi à se mettre en règle vis-à-vis des autorités du pays concerné. Alors, ensuite... Comment elles peuvent pratiquement se mettre en règle? Je pense que c'est au cas par cas. Alors, à cette question, moi, je peux pas vraiment, sur ce plateau, vous donner tous les cas et tous les moyens d'y faire face. Mais je dirais simplement que ces personnes ne restent pas, si elles veulent vraiment cesser... le cas qui a été donné, c'est un cas d'usurpation. Hein. Alors, si elles veulent rentrer dans la légalité, le mieux, c'est de chercher à rencontrer un avocat, un juriste, hein, parce qu'on a besoin parfois, pour donner le bon conseil, d'avoir des éléments, hein, c'est-à-dire de détailler, que la personne puisse détailler sa situation et en fonction, on peut lui donner le conseil approprié. C'est comme chez le médecin, c'est-à-dire que j'ai besoin de savoir de quelle maladie la personne souffre avant d'apporter le remède. Alors donc, moi je dirais simplement que tout est possible, et donc c'est à apprécier au cas par cas. Le conseil qui va être donné à l'un ne sera pas celui-là qui sera donné à l'autre. Donc, je pense que ce qu'on doit retenir, c'est que tout est possible. Il est possible, effectivement, de sortir de ces situations. Après, si la solution est proposée à la personne concernée, à elle, après, de voir les risques, les inconvénients de la situation. En fait, tout va dépendre après de la personne elle-même dans la décision finale. Mais c'est possible de sortir de ces situations. Au contraire, je dirais même, je dirais plus que c'est plutôt louable d'encourager des personnes de manière générale et de surcroît des chrétiens à mettre leur vie en règle avec Dieu. Et de toute façon, quand on sait que c'est pour le Seigneur qu'on cherche à se mettre en règle, à mon avis, les voies seront aplanies parce que Dieu approuve les voies des personnes qui sont justes. Hein. Et moi, j'ai une question qui me titille. Est-ce que Dieu veut forcément aussi, entre guillemets, régulariser la situation de tout le monde? Dans le sens où, est-ce que Dieu veut que toutes les personnes qui sont venues ici, peut-être en situation irrégulière d'abord, et qui veulent régulariser la situation, je prends le cas de personnes pour qui ça dure depuis des années, est-ce que on peut se demander, est-ce que Dieu veut forcément que ces personnes-là régularisent leur situation pour rester en France, ou est-ce que Dieu les appelle quelque part d'autre? Est-ce que ces questions, les personnes qui viennent vous voir, par exemple, se les posent ou arrivent à se les poser? Alors, moi, je dirais plutôt que quand les personnes arrivent, elles posent plutôt des questions juridiques. Là, je dirais plutôt que c'est des questions peut-être qu'elles voient plus avec leur conducteur spirituel, le pasteur, qu'avec l'avocat. Maintenant, quand on sait que l'avocat, il partage la même conviction, la même foi, effectivement, on peut aborder ce terrain-là. C'est vrai, il y a certaines personnes qui se la posent. Hein. Il y a certaines personnes qui se la posent, mais le tout est de savoir se poser la question et chercher effectivement à mettre en pratique la décision ou la conviction personnelle qu'on ressent. Ça, c'est à l'appréciation de chacun. Alors donc, moi, je dirais, en ce qui me concerne, en ce qui concerne mon cabinet, sur ce domaine-là, moi, je sais qu'on parle de la situation de la personne. Si elle est chrétienne
elle sait elle-même, à l'issue au cours de notre entretien, elle saura que bon, c'est vrai que de toute façon elles sont toutes conscientes. Hein. Les personnes sont conscientes quand elles sont dans ce genre de situation. Maintenant, dire que est-ce que c'était la volonté de Dieu pour moi de me retrouver dans tel endroit ou dans tel autre, hein? Ça c'est vraiment chacun et sa relation avec Dieu. Mais je pense que il y a des personnes qui sont dans ces situations et qui ne sont pas du tout dans le plan de Dieu. Ça, je pense que c'est pas la volonté de Dieu que tout le monde puisse être à un endroit. Ça, c'est clair. Hein. Je pense, surtout dans cette situation irrégulière avec parfois des souffrances qui y sont rattachées. Je pense que effectivement, il y a certaines personnes qui peut-être ne sont pas à leur place. Et si elles ont la conviction de Dieu, c'est-à-dire il faut parler avec Dieu. C'est pas avec. Il faut parler avec Dieu avant de parler avec l'avocat sur ce plan-là. Parce que moi, que puis-je faire pour une personne qui a des problèmes, on va dire spirituels. Alors donc, je pense qu'il faut plus parler avec Dieu qu'avec un avocat. Voilà. D'accord. Excuse-moi Aurélie. Oui. Et globalement, parce que c'est vrai qu'on a parlé de dossiers un peu compliqués, globalement au niveau des régularisations, est-ce que par rapport aux dossiers que vous présentez, c'est plutôt positif Là, je dis tout de suite oui. Amen. Je le dis parce que j'avoue qu'il y a des dossiers en fait, hein, quand je les traite et je me dis, alors là, franchement, c'est le miracle de Dieu qui doit intervenir parce que je ne sais pas par où commencer. C'est clair, il faut avouer, hein, il y a des cas où la personne elle-même, quand elle vient, elle sait que son cas est compliqué. Donc, on le prend. Moi, en fait, bon, ce que je peux dire, c'est un petit secret. Un secret à l'antenne, on va dire. Ce qui est vraiment important. Moi, je prends tous les dossiers, même quand je vois qu'ils sont compliqués, parce que je sais une chose. Je sais que c'est Dieu qui est le juste juge. Amen. En fait, moi, c'est mon principe. Hein. C'est-à-dire que quand je vois une situation délicate, c'est pas seulement la situation délicate, mais même un problème banal. Hein. Parce que c'est pas parce qu'un dossier est facile qu'on va se dire oh, ça c'est clair que je claque les doigts et tout de suite c'est bon. Mais moi, mon secret en fait, c'est que je les confie tous au Seigneur. Amen. Que les personnes soient converties ou qu'elles ne soient pas converties, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui fait que si j'ai des craintes, j'ai des peurs, franchement, tout de suite, elles disparaissent. Et je ne vois pas la complication, mais je vois l'intervention que Dieu peut faire dans cette affaire. En fait, c'est qui aujourd'hui, en matière de droit des étrangers, je dirais que le bilan, c'est-à-dire, bon, on va faire en pratique, hein, sur 100 dossiers, il y a 80 qui sont régularisés. Amen. Que ce soit par un accompagnement, parce que j'accompagne beaucoup en préfecture. C'est-à-dire, si la personne doit faire 10 rendez-vous à la préfecture, je suis toujours là, parce que je veux voir ce qu'on lui dit et essayer de répondre à la place, parce que les gens, parfois, ne savent pas trop quoi dire quand on leur pose des questions. Donc, pour aider, c'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, je disais que j'aime bien intervenir dès la base. Voilà. Donc, que ce soit en accompagnement, c'est-à-dire avant même d'avoir le titre, hein, ou que ce soit après un refus, moi, sincèrement, je les présente tous au Seigneur. Et quand et ça a toujours marché, en fait. Je ne dis pas que c'est à 100%, voilà, mais je dis à 80%, en 10 ans pratiquement d'exercice, à 80%, le bilan, franchement, pas pour me vanter, hein, pas du tout, hein, c'est simplement pour montrer que Dieu est fidèle. Voilà, parce que dans ces 80%, il y a des dossiers qui étaient vraiment voués, on peut dire, à l'échec, à des refus, mais qui se sont finalement bien déroulés. Donc, mon secret, c'est la prière. Je vous dis ça parce qu'en fait, en France, on a plus de 36 000 reconduites à la frontière. C'est les chiffres qui ont été apportés l'année dernière. Il y a plus de 12% par rapport à 2011. Donc, c'est en augmentation. Donc, gloire à Dieu. Ah oui, les reconduites à la frontière. Hein. Mais il ne faut pas... C'est-à-dire, quand on est dans ce genre de cas de reconduite, il faut chercher à se faire assister. Il faut chercher rapidement un avocat. Parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on réussit à trouver pour empêcher. C'est-à-dire que même pas forcément dans le fond de la procédure, mais dans la forme.
dans la forme, l'avocat il peut réussir à annuler pas mal de reconduites, hein, parce que quand on est en face de la police, hein, parfois il y a des choses qu'ils ne doivent pas faire et qu'ils font. Hein. Et donc, on réussit tout de suite, en voyant les PV, tout de suite à annuler. Donc, il faut pas... C'est qu'il faut, dès qu'on a une situation juridique, il faut chercher à avoir un conseil. Il faut chercher parce que quand celui qui est spécialisé, il arrive, tout de suite, il voit la faille. Hein. Voilà, ça peut empêcher. Et moi, je sais que en la matière, il faut savoir... le droit des étrangers, c'est la seule matière, on va dire... Hein, dans laquelle l'étranger en situation irrégulière peut bénéficier de ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle. Parce que l'étranger en situation irrégulière, quels que soient les problèmes qu'il a avec l'administration, avec la justice, étant donné il n'a pas le droit à l'aide juridictionnelle. Pourquoi? Parce que pour en faire la demande, il faut présenter un titre de séjour. Mais quand on est en matière de droit des étrangers, et qu'on a un refus de séjour, automatiquement, on a droit à un avocat. C'est de la même manière que lorsqu'on est en situation de réfugié, on dépose un dossier à l'OFPRA, on peut avoir droit également à un avocat. Pour montrer à un avocat à l'aide juridictionnelle, donc gratuitement, qui est rémunéré par l'État. Donc, il ne faut pas hésiter, mais il faut vraiment qu'on soit en justice, quoi. C'est-à-dire que les démarches préalables ne permettent pas d'obtenir cette aide juridictionnelle. On parle d'aide juridictionnelle lorsqu'on doit entamer une action en justice. Alors que celui qui commence les démarches, il n'est pas en justice, il commence juste les démarches à la préfecture, il n'a pas droit à l'aide juridictionnelle. Voilà, c'est simplement parce que, bon, parfois même pour les accompagnements en préfecture, on nous demande si on prend l'aide juridictionnelle. Voilà, donc pour dire qu'il faut pas rester. Il faut chercher à se renseigner, il faut chercher à obtenir les informations, aller là où il faut. Et en matière de droit des étrangers, on a des associations qui interviennent beaucoup. Il y a des associations qui sont vraiment, on va dire, qui font un bon travail pour les étrangers, notamment la CIMAD, on a également Gisti, on a pas mal d'associations, même des associations de quartier, où on a des bénévoles, des retraités qui sont là, qui ne font que ça. Vraiment, il faut chercher à se renseigner. Je pense que, bon, pour ceux qui, en réalité, doivent rester en France, resteront maintenant, après, voilà. Mais il faut vraiment taper aux bonnes portes. Est-ce que tu peux juste rappeler les noms des associations dont tu parlais tout de suite, la CIMAD? Il y a la CIMAD. Pardon. On a la CIMAD, on a Gisti, on a France Terre d'Asile. Voilà, donc, et pas mal d'autres associations de quartier. Je pense qu'aujourd'hui, les choses sont plus faciles parce qu'on a un outil très important, on a Internet. C'est-à-dire que même si je ne veux pas me déplacer et me rendre dans ces associations, je peux simplement aller sur Internet et me renseigner, avoir ne serait-ce que des idées, de petits des commencements d'informations. C'est important. Donc, sur Internet, déjà, un étranger qui tape sa situation, il y aura pas mal de réponses qui vont apparaître. Hein. Voilà. Donc, est-ce que Internet dit tout, justement? Internet ne va peut-être pas tout dire, parce que tout va dépendre des sujets, mais au moins, il y a des orientations. Il y a des orientations. Je pense que c'est quand même important, parce que c'est un commencement d'information. Et à partir de là, on peut développer. C'est-à-dire qu'avant, quand on n'avait pas cet outil-là, avant, les personnes étaient obligées de se rendre vraiment là où il fallait. Alors que de chez toi, tu n'as qu'à cliquer, à surfer et à avoir quand même quelques informations avant de commencer à s'y rendre. Hein. Je pense que c'est vraiment intéressant pour tout le monde, pas seulement pour des étrangers en situation irrégulière, mais pour s'informer. Voilà. Donc. Tout à l'heure, je t'ai entendu parler de l'OFPRA. À quoi en fait sert l'OFPRA? Parce que c'est quelque chose c'est un organisme, si je me trompe pas, dont on entend le nom en matière de droit des étrangers, mais tout le monde ne sait pas toujours à quoi ça correspond. Et qui a droit en fait? Qui a droit d'aller voir cet organisme-là?
En fait, il s'agit de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Alors, les réfugiés, c'est des personnes qui ont dû précipitamment quitter leur pays d'origine pour échapper à certains traitements inhumains, torture et autres, ou une situation de guerre. Alors, quand ces personnes elles arrivent en France, immédiatement, en fait, si elles veulent avoir le statut de réfugié, elles se rendent immédiatement en préfecture. Et la préfecture va leur délivrer une autorisation de séjour. On parlait tout à l'heure d'autorisation de séjour qui, dans les 21 jours, cette autorisation leur permet en fait de déposer le dossier de la demande d'asile à l'OFPRA. Donc en fait, c'est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Alors donc l'OFPRA, c'est toutes les personnes qui ont dans leur pays d'origine ou on va dire de provenance, ont été confrontées, ont dû partir parce qu'elles étaient menacées. Mais ce n'est pas toutes les personnes, ce n'est pas toutes les menaces qui sont admises au titre pour avoir la qualité des réfugiés. Il y a des conditions. Donc, l'OFPRA va analyser le récit de la personne et voir si effectivement elle remplit les conditions pour être déclarée en France, avoir le statut de réfugié. Voilà, donc il faut s'informer. Si en arrivant en France, on estime qu'on vient s'y réfugier, obtenir ce statut, il faut automatiquement donc à l'arrivée se rendre à la préfecture et se renseigner pour voir les démarches qu'il faut entamer. Et donc une fois que le statut peut être soit accordé au bout de l'examen, parce que l'OFPRA va faire des investigations, vérifier les informations que la personne, le qui se présume voilà. Donc l'OFPRA va bien sûr vérifier toutes les informations que cette personne a données et voir si, parce qu'ils font des vérifications, ça peut mettre du temps. Pendant ce temps, les investigations se poursuivent. De pays, justement, c'est pas n'importe quel pays. C'est pas tout le monde, pas tous les pays ne sont pas dits en danger, en fait. Il y a une liste de pays bien spécifique, il me semble. Oui, il y a aussi bien les pays, mais également la situation de la personne. Voilà. Donc, il y a une protection qui peut être accordée, mais vraiment de manière d'office, de manière le statut de réfugié. Si on voit que la personne ne remplit pas certaines conditions, on peut avoir ce qu'on appelle la protection subsidiaire. Voilà. Ça, c'est des détails, on ne peut pas, voilà, sur le plateau, mais c'est aussi bien l'origine, le pays d'origine, que la situation que j'ai vécue. Je peux être issue d'un pays qui n'est pas sur la liste concernée, alors être quand même réfugié. D'accord. Voilà. Donc parce que j'ai des opinions politiques qui ne plaisent pas dans mon pays et que je suis pourchassée. Voilà. Je peux faire partie. Ça veut dire quoi? Parce que pour sortir du pays d'origine, faut sortir avec un visa. Ah ça. Donc, ça veut dire que. Ah oui, ça c'est le cas où même avec les faux papiers et tout, il n'y a pas de problème.
Ah bon? Oui, parce que quand on estime qu'on a dû fuir quelque chose, on est parti précipitamment. On ne peut pas nous demander d'aller faire des papiers. Parfois on prend carrément l'identité d'autres personnes pour sortir. C'est-à-dire que la personne était vraiment en danger. Elle était en danger, on ne peut pas lui demander d'aller faire les choses dans la légalité. Alors moi, j'ai pas mal de situations comme ceux-là, des personnes qui carrément, en tout cas, ont dû changer de pièce d'identité pour se retrouver dans certains pays. Voilà, donc c'est le cas où on estime que la personne, elle a dû quand même avoir un problème assez grave qui l'a empêché de solliciter des bons papiers de sortie du territoire. Mais même des personnes qui sont sorties du territoire avec des documents authentiques, en arrivant dans le pays de destination, peuvent également solliciter ce statut. Voilà, pour dire que aussi bien les personnes qui ont des documents légaux, comme celles qui en ont d'illégaux, peuvent en faire la demande. Tout va dépendre du récit et de l'appréciation de celui-ci fait par l'OFPRA ou par la Cour nationale des droits d'asile. Sachant qu'il y a des investigations. Donc... Ah oui, et ça met du temps, ça met vraiment du temps. Donc les personnes, là par exemple, moi j'ai plusieurs dossiers mais qui mettent, là ça va faire 1 an ou parfois 2-3 ans. Tant qu'ils n'ont pas fini l'investigation, on attend, la personne a toujours des récépissés et tout, au niveau de la préfecture, mais bon, voilà, c'est en attente. Et une fois que l'OFPRA rend sa décision, qui n'est pas par la suite attaquée par le concerné, devant la Cour nationale des droits d'asile, ou lorsque la Cour prend une décision qu'elle ne reconnaît pas le statut de réfugié, le titre initialement remis à la personne concernée lui sera retiré. D'accord. Voilà. Donc, c'est-à-dire que très souvent, ce que font les personnes qui estiment vraiment à pouvoir bénéficier du statut de réfugié, c'est que dès qu'elles ont une décision de refus de l'OFPRA, automatiquement, le réflexe, c'est de contester la décision devant la Cour. Devant la Cour, automatiquement. Parce qu'au moins, le temps de voir un peu où on est, on est encore couvert jusqu'à ce que la Cour ait statué. Mais par contre, il y a des dossiers où la Cour, quand elle voit le recours, s'il est vraiment manifestement, on va dire, manifestement, et les preuves ne sont pas du tout fournies, la Cour va statuer même sans convoquer la personne. Et automatiquement, bon, ce qui doit arriver, c'est le retrait après du titre. Donc, du récépissé. Alors, chers téléspectateurs et téléspectatrices et auditeurs et auditrices de TV Radio de Vie, nous allons terminer notre émission dans 5 à 10 minutes. Par rapport à ce sujet, si parmi vous, certains auraient des questions et aimeraient profiter de ce moment pour pouvoir la poser, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez appeler donc au 01 64 98 90 45. Je répète, 01 64 98 90 45 pour poser bien les questions qui vous viendraient. Puisqu'on a une avocate sur le plateau télé, on va en profiter. Hein. Donc n'hésitez surtout pas, profitez-en, posez là où les questions auxquelles vous voudriez avoir des réponses, quitte à ce que on puisse aussi, si vous êtes en France en tout cas, ou même hors de France, vous rediriger, ne serait-ce que par téléphone, vers le pôle accès au droit pour vous donner des informations, si vous voulez aussi en parler, je dirais, hors antenne. Donc par rapport à cela, vous pouvez joindre le pôle accès au droit au 07 81 34 66 29. Je répète, 07 81 34 66 29. Donc c'est le pôle du pain quotidien accès au droit. Et sinon, vous pouvez aussi envoyer un mail à ce pôle à l'adresse suivante: permanencepeinquotidien@gmail.com. Et enfin, par rapport donc aux activités que la permanence a, si vous voulez rencontrer des personnes pour avoir de l'aide juridique au niveau du pain quotidien, il y a une permanence qui est tenue un samedi sur 2 de 13h à 15h au
au 5 rue de l'Orme à Martin à Courcouronnes. À Ivry-Courcouronnes. Donc n'hésitez surtout pas à faire appel à nous. On est là pour ça. Vraiment que le Seigneur soit béni en tout cas pour toutes les informations qu'on a pu avoir. Je pense que beaucoup d'entre nous ont été éclairés sur ce qui est possible de faire et sur le fait que toutes les portes soient pas fermées, que le Seigneur peut encore agir, faire quelque chose et merci beaucoup Maître Cassie d'être venu. Je vous en prie. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. D'ailleurs, nous pouvons d'ores et déjà commencer à vous annoncer la prochaine émission qu'on aura avec Maître Cassie. La date n'est pas encore arrêtée, mais nous allons traiter du droit au logement en France, qui est quelque chose de très important, dont on entend beaucoup parler en ce moment, et de savoir en fait quelles sont les aides auxquelles on peut aussi avoir droit. Est-ce que le logement est un droit en France? Comment les choses se passent pour qu'on puisse essayer de donner des éléments de réponse à ceux qui ont des questions. Nous avons quelqu'un en ligne a priori. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. En fait, c'est pour une question pour l'avocate. Oui, allez-y. Oui, en fait, je l'ai posé une question par rapport à un frère qui est rentré en France mineur. Oui. Et sa mère qui a son titre de séjour. Et depuis, en fait, il est rentré mineur et la préfecture refuse toujours de l'accorder son titre de séjour. Donc, quelle démarche pourrait-il faire pour avoir son titre de séjour? Alors, j'ai pas bien saisi. Vous avez dit qu'il est entré mineur et sa mère, j'ai pas suivi. Son titre de séjour. La mère, elle a un titre de séjour. Elle a Oui. quoi comme titre de séjour, la mère? Elle a 10 ans de résidence. Elle a une carte de résident? Oui. Et l'enfant aujourd'hui, l'enfant est majeur ou mineur? Maintenant, il est majeur. Il est majeur. Oui. Donc, il fait une demande. Est-ce qu'il était, quand il est rentré, il a été scolarisé? Non. Il n'a pas été scolarisé? Non. Et il est entré à quel âge précisément? Je passe 16 ans. À 16 ans? Oui, je ne me trompe pas. Et donc, il est rentré et sa mère avait une carte de résident. Non, sa mère n'avait rien. Ah, elle n'avait rien quand il est rentré? Oui, après démarche, sa mère a eu son titre de séjour. Donc, quand il est rentré, il est venu rejoindre sa mère qui elle-même était en situation régulière. Bon, mais en fait, elles sont venues ensemble. La mère a eu sa carte de résidence, je ne sais pas si j'explique bien. Oui. Et puis après, c'est l'enfant qui fera la demande et ça n'a toujours pas été régularisé. Et quand vous dites qu'il a eu des refus, c'est-à-dire il a eu une décision de refus au niveau de la préfecture qu'il a attaqué en justice ou il s'est limité à faire une demande à la préfecture? C'est quoi le refus? C'est quoi? Ça a été matérialisé par une décision ou c'est simplement qu'à la préfecture, il y a eu un refus de guichet? Ça, je ne pourrais pas expliquer, non. Parce que s'il a eu un refus, le refus il aurait pu être attaqué au tribunal. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, même s'il ne rentre pas dans certains cas, avec tous les éléments du dossier, on pourrait avoir une décision favorable. Mais si ce n'était pas une décision de refus de la préfecture, que c'était simplement qu'il arrive à la préfecture, il se renseigne et qu'on lui dit, on lui dise tout de suite non, c'est pas possible, à ce moment-là, c'est pas une décision de refus. Donc il faut, je pense qu'il faut bien demander à cette personne de se rendre, de vous vérifier s'il y a eu une décision et dans le cas contraire, il faut qu'il fasse une demande officielle, on va dire, de titre de séjour et de toute façon l'administration va donner une réponse. Soit
une réponse de refus implicite. Hein. Au bout d'un temps, si on n'a rien, c'est implicite de refus, qui sera même le refus implicite et attaqué au tribunal. Et à ce moment-là, je pense que, à mon avis, si la personne est entrée à 16 ans, qu'aujourd'hui elle est majeure, bah, avec sa situation, la situation qu'elle a aujourd'hui sur le territoire, bah, vu que la mère, elle est aujourd'hui régularisée, comme je le disais tout à l'heure, si aussi il y a des frères et montrer s'il a de la famille restée dans son pays d'origine, sur la vie privée familiale, c'est possible d'essayer de trouver quelque chose pour la personne. Parce que la mère étant sur le territoire, peut-être qu'il y a aussi des frères, peut-être qu'il y a plus personne dans son pays d'origine. C'est des éléments dont le juge en tient compte au niveau de l'appréciation de la situation personnelle. Donc, il faut voir si tous ces éléments-là, la personne concernée avait déjà eu ces étapes. Dans le cas contraire, elle se rend à la préfecture, fait une demande officielle de titre de séjour et en fonction de la décision, l'attaquer en justice. Moi, j'aime bien aller en justice parce que très souvent, les cas qui ne peuvent pas être réglés par l'administration de la préfecture, en justice, on obtient gain de cause. Et là, en l'occurrence, s'il y a de la famille, on pourrait essayer d'aller sur le terrain de la vie privée et familiale. D'accord. Voilà. Ben, il faut aussi rencontrer, si c'est assez complexe, hein, bah, aller voir, il y a des consultations qui sont gratuites dans les palais de justice à Paris, partout, hein, mais à Paris, c'est tous les jours de 9h à midi et demi, au palais de justice de Paris, il y a des consultations gratuites. La personne s'y rend avec des documents, et puis voilà, il y aura des conseils qui pourront être donnés. D'accord, merci. Je vous en prie, madame. Merci, au revoir. Donc voilà, on va attendre encore quelques minutes. Si une autre personne voudrait intervenir ou poser une question, n'hésitez pas, vous avez encore 3 minutes pour poser une question et essayer d'avoir des éléments de réponse pour vous aider dans vos démarches. Allô ? Oui. Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, j'avais un petit cas, je voulais poser une question. Oui, je vous en prie. Oui, c'était par rapport à ma sœur qui, ça fait 3 fois, on l'a fait renouveler, 5 fois qu'on a renouvelé sa carte de séjour de 1 an. Et ça fait depuis l'âge de 10 ans qu'elle est en France et je sais pas comment faire. Ça, j'ai appelé pour demander une question à Maître Cassé. Bonjour. Alors, donc, vous avez votre sœur qui est en France depuis l'âge de 10 ans. Oui. Et donc, qui a eu un titre de séjour. Oui, 5 fois. Comment ? Renouvelé 5 fois. C'est quoi comme titre de séjour ? Titre de séjour français. Oui, j'ai bien compris. Mais comme on a dit tout à l'heure, il y avait plusieurs cas. Donc, c'est un titre temporaire. Temporaire, oui. D'1 an. Et donc, qui a été donné sur quelle base ? Parce qu'elle travaille, parce qu'elle a de la famille, parce qu'elle est malade. Elle a de la famille. C'est un titre vie privée familiale. Oui. Et il est renouvelé depuis 5 ans. Oui. Et je ne sais pas, j'ai pas bien compris. Il est où le problème ? Elle avait fait une demande. Oui. Normalement, on prend toujours la nationalité ou avoir la. Elle a fait la demande. Oui. Elle a fait la demande. Oui, mais depuis, c'est toujours 1 an. Elle a fait la demande de nationalité. Oui. Et alors, ça a été refusé ? Non, toujours pas de réponse. Elle a fait la demande depuis quand ? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Oui. Et il n'y a pas de réponse ? Non, toujours pas de réponse. Et elle s'est renseignée auprès de l'administration ? Pour voir où en était le dossier ? Oui, on attend le retour toujours. On lui demande d'attendre ? Pas quelle procédure prendre, peut-être pour aller un peu plus vite, quoi. Parce que je trouve que c'est assez spécial là. Si elle a fait une demande de nationalité et que ça a mis 3 ans, est-ce qu'elle n'a pas changé entre-temps d'adresse ? Je ne sais pas. Parce que... Non. Je vais lui dire d'appeler, alors de vous appeler. Pardon ?
Je vais lui dire de vous appeler. Alors. Parce que, je sais pas, j'estime que déjà 3 ans maintenant, les demandes de nationalité, c'est très rapide, les réponses sont rapides. Alors si sa demande a mis du temps, peut-être qu'il y a une réponse dont elle ignore la portée, c'est-à-dire qu'elle a peut-être eu une réponse et entre-temps, elle n'a pas reçu la réponse, soit il y a eu, je sais pas, peut-être que le dossier, il y a un souci au niveau du dossier, donc on lui a demandé des documents complémentaires qu'elle n'a pas apportés à temps. En fait, je pense qu'il y a un problème. Et donc, le problème de votre sœur, ce n'est pas que le titre de séjour est renouvelé tous les, depuis 5 ans, mais c'est simplement parce qu'elle a fait une demande de nationalité qui, depuis 3 ans, n'a pas encore obtenu des réponses. Donc, le problème de votre sœur, c'est pas lié au titre de séjour, c'est simplement qu'elle a fait une demande de nationalité qui n'a pas pour l'instant abouti et ça fait 3 ans. C'est bien ça. Je vais lui dire d'appeler comme ça, peut-être elle va mieux expliquer. C'est parce que en fait, on pose beaucoup de questions pour voir exactement, cibler le problème. Et parfois, quand c'est pas la personne elle-même qui appelle, les personnes ne peuvent pas répondre aux questions en fait. Mais je pense qu'il y a un problème, il y a quelque chose, il y a peut-être eu une réponse qu'elle n'a pas reçue. Et si tel est le cas, le mieux, c'est de se rendre à la préfecture afin de savoir où en est le dossier. Il ne faut pas attendre 3 ans. Il faut bouger, en fait. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne soirée. Eh bien, je crois que nous avons fini. Donc, c'est sur cette dernière intervention que nous allons nous laisser ce soir. Que le Seigneur soit béni pour les éléments de réponse qui ont été donnés à chacun. Merci Seigneur pour... on a encore un appel. Allô? Bonsoir. Oui, tout à fait. 90 et 45. Très bien. Je vous demande peut-être à faire pour comprendre. On va prendre quelqu'un d'autre encore, je pense. Oui, pour terminer, on va terminer avec cette personne. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. J'appelle, s'il vous plaît, pour poser une question. En fait, je voudrais savoir où faut-il aller pour pouvoir faire une demande de visa pour inviter quelqu'un, par exemple une tante, à venir en France pour quelques jours. Vous voulez faire une demande de visa? Oui. La demande de visa, elle se fait avant l'entrée en France. Hein. C'est-à-dire bien sûr, en fait, la personne est au pays. Maintenant, pour l'inviter à venir pendant les vacances, ou 1 mois, ou 2 mois, en fait, je voudrais savoir où est-ce qu'il faut aller pour faire cette démarche. Oui, d'accord. C'est pas une demande de visa. En fait, vous voulez faire un certificat d'hébergement, une attestation d'accueil. Ah, d'accord. C'est l'attestation d'accueil, c'est-à-dire que vous allez faire demander ce document à la mairie que vous remplissez. Et vous allez joindre des documents, notamment votre justificatif de domicile, les ressources et un certain nombre de documents concernant votre identité. Oui. Alors, qui, après examen au niveau de la mairie, va avec également le passeport ou le numéro du passeport de la personne concernée. Et donc, avec ces éléments, la mairie fait une appréciation et vous autorise, vous délivre l'attestation d'accueil. Et donc, c'est cette attestation que vous allez envoyer par la suite à la personne dans le pays où elle se trouve et qu'elle joindra à l'ensemble des documents qui lui sont demandés pour la demande la demande de visa. D'accord. Donc, ce que vous avez à faire, c'est pas une demande de visa, mais c'est une attestation d'accueil. D'accord. Et la demande de visa se fait à l'ambassade de France dans le pays? Dans le pays. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez qu'elle vienne pour ses vacances, dès maintenant, il faut qu'elle y aille
et qu'elle prenne la liste des documents et vous, de votre côté, vous commencez au niveau de votre mairie à réunir les documents pour pouvoir avoir l'attestation d'accueil. Ce qu'il faut savoir, c'est que si elle doit venir pour cet été, il faut dès maintenant chercher à prendre rendez-vous parce que on sait très bien que les rendez-vous parfois sont très longs. Donc, pour pas qu'elle ait un rendez-vous dans les 3 mois, alors qu'elle vient pour l'été, dès maintenant, elle commence ses démarches. D'accord. Bon, ben, je vous remercie. Je vous en prie, madame. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Eh bien, c'est sur ces mots que nous terminerons. Que le Seigneur vous bénisse, chacun d'entre vous. Merci encore d'être venu, Maître Cassie, et nous espérons nous revoir bientôt pour parler du droit au logement. Merci. Moi aussi, je vous remercie. Je remercie le pain quotidien. Je remercie tout le monde pour cette invitation. C'est vrai que c'est intéressant, c'est riche, hein, et que Dieu bénisse cette œuvre, ce que je peux dire. Au revoir.